le cash, que va devenir le cash? Alors, le billet de 10, il pourrait bien disparaître. On sait. Alors, ce qui est le plus important, c'est le billet de 1000. Sais-tu que les Ah, Suisses, j'en ai malheureusement pas dans la poche, moi. alors on le met pas dans la poche, le billet de 1000, on le met sous le matelas. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du Story Show. Nous allons parler journalisme, finance, mais nous allons surtout parler avec une femme de renom, une leader d'opinion, Mirette Zaki. Bonjour. Bonjour Mathieu. Mirette, un CV solide comme la roche. Née en Égypte, grande carrière dans les finances, tout d'abord dans le monde bancaire et ensuite en tant que journaliste économique. Nommée rédactrice en chef d'un grand média financier que tu as récemment quitté, publication de 5 livres avec des titres qui en disent long sur ton franc-parler. Je vais juste citer quelques titres. Banque UBS, les dessous d'un scandale, la fin du dollar, vive l'évasion fiscale, la finance de l'ombre a pris le contrôle en 2016. Et tout récemment, en février dernier, tu me disais, tu as publié justement Désinformation économique, toujours aux éditions Favre. Avec le Crédit Suisse, tes compétences financières ont été mises sur tout, voilà, grande mise en lumière sur tous les plateaux TV. Tu as un regard franc, tu as un franc-parler. J'ai même lu que tu écoutais la musique qui va du métal jusqu'au flamenco. Comment fallait-il t'imaginer à 16 ans, Mirette? Alors, pas très extraverti, plutôt même introverti, plutôt intellectuelle, très sérieuse. J'avais une double culture, hein, donc moitié égyptienne, enfin 100% égyptienne ayant vécu, grandi en Suisse. Pas très intégrée dans ma volée, dans ma génération, pas tout le temps avec des copains, des copines. J'ai pas vécu cette adolescence typique. J'étais pas trop, on va dire, dans la superficialité. J'étais plutôt trop sérieuse que l'inverse. Et je m'exprimais beaucoup chez moi et avec ma sœur jumelle. On avait des débats assez pointus comme j'ai aujourd'hui finalement. Ça a commencé très tôt. Mais à l'extérieur, j'étais très taiseuse. Et même un de mes profs au collège m'appelait le Sphinx parce que je parlais très, très, très peu. J'écoutais beaucoup, j'observais beaucoup, mais vraiment pas la fille expansive dont on se dit oui, elle va être à la télé plus tard. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Est-ce Tout qu'il l'inverse. est-ce qu'il y a eu un moment dans ta carrière, qu'elle soit purement financière ou plutôt journalistique, est-ce qu'il y a eu un moment clé qui t'a fait passer, je ne sais pas, d'un sphinx à un animal à une icône plus expansive? Oui, il y a eu un moment clé très précis. C'est le crack de 2008. À ce moment-là, j'ai réalisé que toutes les intuitions que j'avais pu avoir dans des éditoriaux où j'avais émis des doutes sur tout ce qui se passait depuis des années, ben, ça s'est réalisé. Et j'ai senti que j'étais validée dans mes opinions. Et donc, j'ai écrit un livre sur les pertes de 50 milliards d'UBS à ce moment-là. Et tout d'un coup, j'ai été propulsée, invitée sur tous les plateaux. Puis on m'a même dit, ah ben tiens, on pensait quand vous signez vos colonnes au temps, Mirette Zaki, que c'était un homme qui avait beaucoup plus un certain âge que vous, en fait, une jeune femme orientale. Tiens, c'est ça, Mirette Zaki, ah ben, incroyable. Et là, j'ai réalisé qu'on a vraiment une personnalité de l'écrit, puis on a une personnalité de la communication, de qui on est, et qu'on peut jouer sur les deux finalement. On doit aussi développer notre être communicant et savoir aussi relayer nos messages par nous-mêmes, pas que par notre plume. Et à partir de là, les réseaux sociaux, en plus en 2008-2009, ils ont explosé. Et donc, j'ai pu aller dessus, je me mettais en photo, j'avais plus peur d'exister aussi en tant que personne incarnée, pas que juste comme idée. Et ça s'est très bien passé, parce qu'une fois la surprise passée de qui c'était cette personne qui s'appelait Mirette Zaki, qui signait depuis 10 ans dans le temps, ben, j'ai été pas mal suivie sur les réseaux sociaux très rapidement, etc. Et on m'a demandé un peu pourquoi, comment une femme orientale, etc., s'est intéressée à la finance, etc. Et même moi, à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était un parcours qui était finalement pas très typique, alors que je trouvais que j'étais quelqu'un d'extrêmement banal. Et là, je me suis dit, tiens, s'intéresser à la finance, en fait, c'est pas si banal que ça. On voit que la problématique homme-femme est tout de suite mise sur la table. Tu crées l'effet de Oui. surprise. Alors la question, je ne peux pas la louper, si Madame Zaki était Monsieur Zaki, est-ce que ta carrière aurait été différente?
Ça, c'est une excellente question. Tu sais que j'y ai jamais vraiment pensé, mais je pense qu'elle aurait été différente. Je pense que j'aurais été appelée plutôt vers des postes de pouvoir et moi-même, mes ambitions auraient peut-être été plus matérielles. Parce que j'ai vu quand même des carrières où des gens qui étaient des bons journalistes, indépendants, critiques, qui ont l'habitude d'être dans l'opposition, etc., ils ont été un peu récupérés dans des postes de management, etc., où leur discours est devenu ensuite plus lisse, etc. C'était très souvent des hommes, des choix de carrière, des choix de salaire. Beaucoup de femmes aussi ont fait des choix de carrière et de salaire. Parce qu'ensuite, on nous appelle vers des banques, on nous appelle vers la communication politique. On est très, très appelé par le monde de la communication. On est happé littéralement. Et moi, j'ai toujours voulu rester indépendante parce que peut-être étant femme, j'ai moins... Bon, bien sûr, je suis devenue rédactrice en chef du magazine Bilan. J'ai connu ce que c'est que le management. J'ai vu qu'il n'y avait rien de si extraordinaire à ça et que finalement, c'est la capacité de mener le débat qui comptait. Bien sûr qu'on gagne moins si on n'est pas un très haut manager dans le journalisme que si on est juste quelqu'un qui écrit des éditoriaux et qui fait du débat. Mais au fond, la vraie richesse pour moi, c'est cette influence du leader d'opinion. C'est sa capacité à faire participer au débat, à l'influencer peut-être. Rien n'est plus important que ça. Si tu remarques, même Elon Musk et d'autres milliardaires, après avoir atteint le statut de milliardaire, le statut ultime qu'ils ont voulu atteindre, c'est celui d'influenceur. Parce que le vrai pouvoir, c'est le pouvoir des idées. Il n'y en a pas d'autre. Un milliardaire qui est anonyme n'intéresse pas grand monde et lui-même, qu'est-ce qu'il va faire de ces milliards vraiment? Alors qu'une Greta Thunberg, à un moment, elle était beaucoup plus visible que tous les milliardaires du monde et eux, à ce moment-là, ils devaient l'envier, par exemple. Oui, Mais elle c'est-à-dire n'avait qu'on pas leur milliard. on se C'est souvient, on ça, se souvient beaucoup plus de la réputation que du porte-monnaie, c'est ça? exact. Ok, C'est ça le magnifique. Ouais. paradoxe. Et tu as dû le dire 3-4 fois dans la réponse, journalisme indépendant. Alors moi, je ne peux pas laisser passer ça. C'est-à-dire que c'est un terme qui semble important. Pourquoi est-ce important? Et s'il y a de l'indépendance, est-ce que ça veut dire que le revers de la médaille se retrouve aussi dans les médias? Alors, on sent le pro de la rhétorique. Alors, merci Mathieu pour cette question. Oui, aujourd'hui, le journalisme indépendant est quelque chose de fragile, en voie de disparition. C'est un trésor qui se perd, qui est menacé, qui est le reliquat des démocraties telles qu'on les a rêvées, telles qu'on les a idéalisées. Mais il se trouve que l'empire de la communication a pris le dessus sur le monde de l'information. Donc, énormément d'entités communiquent aujourd'hui. Toutes les entités politiques, toutes les entités entreprises, toutes les organisations, elles ont des capacités de communication énormes parce que ça vient sur leur budget marketing. Le monde de l'information, lui, est en train de rétrécir comme peau de chagrin et il arrive de moins en moins à faire de de l'information totalement indépendante parce que, justement, il est sous de multiples pressions. Donc, le champ journalistique, si tu veux, il se réduit et il est mangé, il est grignoté par la communication, la propagande, la politique et différentes pressions qui le grignotent. Et il a toujours essayé de résister, ça a été depuis l'existence du journalisme, mais je dirais qu'aujourd'hui, par manque d'effectifs et de moyens, il est un peu peut-être en train de s'affaiblir face à ce monde de la communication et donc avoir vraiment des contenus qui ne sont pas du tout pénétrés par des éléments de langage, par des extraits de communiqués de presse, par des interviews à sens unique, par des informations non contredites, sans contradiction. C'est très rare avoir des enquêtes qui vont chercher plusieurs sources, les recouper, qui vont vraiment à l'info primaire, à la source primaire sur le terrain. C'est très rare. Et ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or, mais c'est vraiment un petit peu, malheureusement, en voie de disparition. Sur 10 articles de journaux, à combien d'articles peut-on faire confiance? Alors, si on est sur des sujets où il y a peu d'enjeux de pouvoir, de financier, géopolitique ou géostratégique, on va trouver une relative liberté, une relative diversité, une relative variété. Mais qu'est-ce que ça peut être? C'est difficile de donner, je vais dire 50-50, honnêtement.
50% de contenus qui sont peu influencés, qui ont été faits dans une liberté totale, qui ont été faits avec plusieurs sources contradictoires, dans l'objectivité recherchée pour le lecteur, dans l'intérêt du lecteur, dans l'intérêt public, et non pour relayer des éléments de communication d'une entité qui est par ailleurs annonceur ou par ailleurs sponsor ou par ailleurs groupe d'intérêt, groupe de pression. On va dire 50% d'indépendance et 50% d'éléments très, à mon goût en tout cas, trop influencés par de la com. C'est ton goût que je cherche. C'est ton opinion que je recherche. Alors, je vais dire 50% et je pense être gentil. Magnifique. Merci infiniment, Mirette. Justement, on vit dans un monde où on prône la liberté d'expression tout en bannissant ceux qui parlent trop. Est-ce que, pour certains, est-ce que tu parles trop ? Alors oui, parce qu'il y a des idées qui dérangent. On le ressent tout de suite sur les réseaux sociaux. On vient nous expliquer que critiquer les États-Unis, c'est pas bien, critiquer l'OTAN, c'est pas bien, critiquer la Russie, c'est beaucoup mieux. Alors on comprend tout de suite où sont les lignes préférables et les lignes les moins préférées. Donc on peut, si on préfère des lignes un peu hors du mainstream, on va être beaucoup plus challengé. On va être challengé par des observateurs du monde des réseaux sociaux, par des groupes d'intérêt, par des confrères journalistes, par des lecteurs assez radicalisés, et on va devoir contre-troller, on va devoir beaucoup répliquer, on va devoir débattre, et c'est excellent. Moi, j'adore ça. Je suis pour que tout le monde s'exprime, mais pour que moi aussi, je puisse dire ce que j'ai à dire. C'est-à-dire, si moi, on me dit à un moment donné, ces opinions-là sont interdites, je vais dire non, je ne suis pas en Europe, je ne suis pas en Occident alors. Alors, on a beaucoup ce débat sur la liberté d'expression, qu'est-ce qu'elle devrait être, et comment, ici en Europe, plusieurs journalistes disent attention, il n'y a pas d'opinion interdite, il n'y a pas de point de vue interdit. Tout doit être soumis au débat. En dehors des choses clairement réglementées par la loi, tout le reste fait partie du débat. Et il faut le répéter beaucoup aujourd'hui, parce qu'il y a une forme d'intolérance pour de très nombreuses idées, toujours plus nombreuses, qu'elles soient d'ordre géopolitique ou d'ordre sociétal ou autre. C'est qu'on aimerait simplement les interdire, ces idées. Alors là, moi, je vais être complètement opposée à ça et je vais combattre ces formes d'intégrisme intellectuel qui malheureusement se manifestent beaucoup. C'est aussi une forme de communication qui s'impose, c'est que il faut dire les choses qui sont dans les intérêts de groupe. Il ne faut plus dire les choses qui sont des reflets de la réalité en général. Alors non. Justement, c'est très intéressant. Qui reflètent la réalité. Parce que dans l'intérêt des groupes, je vais peut-être trop loin dans mon questionnement, mais tu dis des choses qui dérangent, qui ne vont pas dans l'intérêt de certains groupes. Est-ce que certains groupes en viendraient à des menaces, des pressions du type est-ce que tu rentres le soir et tu retrouves un petit email en disant Madame Zaki, faites juste attention, n'allez pas trop loin. Est-ce que ça peut arriver ça ? Alors le cas le plus, disons, basique, c'est quand j'ai écrit le livre sur UBS, il y a déjà 15 ans de ça, en 2008, et j'ai reçu un appel d'un monsieur qui a donné son nom de famille, il a dit qu'il habitait à Nyon, et il m'a dit attention Madame Zaki, un accident est vite arrivé, un peu comme dans les livres, comme les films, un peu comme dans les films. Mais ça, c'était presque anecdotique. Parce que ce qui se passe, en fait, c'est que quand tu tiens le bon discours, la bonne ligne, tu vas être beaucoup plus sollicité par les entités qui ont besoin de ce discours et de cette ligne. Tu vas recevoir des mandats, on va te solliciter, tu vas être dorloté, etc. C'est ça ce qui se passe dans notre bonne société occidentale, c'est que c'est pas qu'on va te menacer, c'est pas la Stasi ou c'est pas la Gestapo. C'est simplement qu'on va te dire, c'est que tu seras plus recherché pour certains types de mandats, pour certains jobs, notamment dans la communication, dans le copywriting, dans les relations publiques, si tu montres que tu peux adhérer à des discours qui favorisent certains intérêts, tu peux faire du promotionnel. Mais si tu montres que tu es dans le journalisme indépendant, tu vas avoir beaucoup plus d'audience, tu vas être beaucoup plus écouté par le public et tu seras invité peut-être par le service public, les médias audiovisuels, etc. Sur les réseaux sociaux, tu auras beaucoup plus d'audience, mais peut-être que pour certaines fonctions, tu ne seras pas vu comme le bon profil. Je profite de t'avoir pour provoquer un tout petit peu. Donc sur Internet, quand on va voir place financière suisse, on tape ça sur Google, on tombe rapidement sur des louanges.
Stabilité, sens des responsabilités, excellence. Ce sont des termes qui reviennent souvent. Quelle est ta définition ou quels seraient les qualificatifs que tu utiliserais pour parler de la place financière suisse en 2023? Alors, je dirais une grande source de richesse qui s'est construite sur 50 années effectivement, de rigueur, de professionnalisme et de finances très pointues, surtout de dynamisme mondial au niveau financier, et qui a fini par être une finance un peu vieillie, moins dynamique, moins en pointe, et surtout, elle a sa part d'affaires, de blanchiment, de mauvaise gestion comme Crédit Suisse, qui montre que beaucoup trop de complaisance, des salaires excessifs n'ont pas permis à une éthique, à une déontologie de se maintenir dans ce secteur suffisamment pour que des instituts comme Crédit Suisse, qui ont 200 ans et plus, tiennent le coup et ne finissent pas par faillir. Donc, on idéalise beaucoup, on a beaucoup de marketing à ce sujet, qui est un marketing très puissant, mais ce secteur est appelé à rétrécir dans l'économie suisse très clairement. Justement, quel est l'avenir, rapidement, quel est l'avenir de cette place financière pour toi si elle ne prend pas les choses en main? C'est que d'autres places financières vont un petit peu prendre le dessus, elles vont se développer beaucoup dans la finance digitale. Aucune place financière ne sera vraiment propre. Ça, c'est clair qu'on voit que tout n'est pas suffisamment fait pour qu'il y ait une réglementation. On voit que partout, ce secteur a ses lobbies qui vont faire en sorte qu'on ne réglemente pas trop, on ne surréglemente pas, comme on dit. Et donc, il y aura toujours des brèches qui vont permettre à des excès d'être commis. Maintenant, c'est les grands pays comme les États-Unis, l'Angleterre, la Chine, Hong Kong, etc., qui maintenant clairement prennent le dessus en tant que place financière. Et la Suisse se retrouve avec un secteur financier qui ne s'est pas énormément renouvelé et qui a autant d'affaires qu'ailleurs, quoi. Il n'est pas forcément plus vertueux. Est-ce qu'il va basculer dans la finance durable, la finance qui respecte l'environnement? Pour l'instant, c'est des pas de fourmis qui sont faits, et ceci partout dans le monde, hein, parce que tout le monde se tient par la barbichette. Il n'y a pas une place qui veut devenir moins compétitive que les autres juste parce qu'elle est plus vertueuse. Et donc, voilà, la Suisse va devoir trouver d'autres secteurs pour générer des richesses plus importantes. Cette finance digitale, on a eu sur ce plateau des personnalités spécialisées dans les technologies, notamment dans le Web3, on en a parlé récemment. Web3, souveraineté digitale, je reprends possession de mes données sur le web, sur digital. Est-ce que le Web3 va avoir une influence aussi dans la transparence, peut-être dans le côté sain des finances? Pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on voit. Donc, de nouveau, c'est vrai qu'autour du Web3, mais surtout autour du monde des crypto-monnaies, il y a énormément de marketing. Et ce qui s'est vraiment passé, c'est que les gens sont très, très massivement allés sur les crypto-bourses. Et les crypto-bourses, elles ne tiennent pas ces promesses. Oui, on a un compte qui est crypté, auquel on est le seul à avoir accès, etc. Mais si on est géré sur une crypto-bourse et que celle-ci, elle subit un hacking, un piratage, et que nos avoirs sont détournés, comme c'est arrivé énormément de fois quand même, on va trouver le même type de problème avec un peu plus d'ailleurs d'insécurité qu'ailleurs. Et c'est un secteur qui doit encore se solidifier, se sécuriser, s'auto-réguler peut-être ou être régulé par les gouvernements. Mais c'est vrai que là, il y a eu quand même beaucoup de fraude, il y a énormément de blanchiment d'argent. Mais on a une communauté blockchain et crypto qui est très, très marketing. Là, de nouveau, c'est pour ça que je parle d'information indépendante. On a énormément de marketing en ligne, sur Twitter notamment. Si on dit le Bitcoin pollue énormément, on va avoir une nuée de comptes anonymes qui va se déverser sur nous pour nous expliquer qu'on dit n'importe quoi, qu'on n'a rien compris, etc. Mais ces questions, il faut quand même les aborder. Parce qu'aujourd'hui, la communauté crypto, elle fonctionne un peu en circuit fermé, mais elle ne s'ouvre pas beaucoup aux autres. Et pendant ce temps, les États, ils essayent de la réguler, puis il y a des gens extrêmement anti-crypto, et tout ce monde doit se parler. Il faut arriver à un socle commun pour faire justement que cette technologie de la cryptographie, elle permette à chacun d'avoir accès sur son téléphone à un compte bien sécurisé, bien crypté, avec une protection des données élevée, et qui puisse le gérer de manière autonome. Et on va y arriver. Les Chinois sont très en avance là-dessus, même avec la monnaie nationale, le yuan électronique, le crypto-yuan. Ils ont déjà leur compte sur leur mobile et ils peuvent l'utiliser comme du cash digital et dépenser à partir de ce compte. Sauf que c'est contrôlé par le gouvernement. Alors là, ça, c'est sûr.
C'est pas autonome. Est-ce que le billet de 10 qu'on a dans la poche a encore de grandes années devant lui ou est-ce qu'il va disparaître? Oui, encore une excellente question. Le cash, que va devenir le cash? Alors, le billet de 10, il pourrait bien disparaître. On sait. Alors, ce qui est le plus important, c'est le billet de 1000. Sais-tu que les Ah, Suisses... j'en ai malheureusement pas dans la poche, moi. Alors, on ne le met pas dans la poche, le billet de 1000, on le met sous le matelas. Tu sais qu'il y a beaucoup plus de billets de 1000 qui ne circulent pas que de billets de 1000 qui ont été émis. Ça veut dire qu'il en a été émis un certain nombre, mais que l'essentiel est sous le matelas des gens. Alors, ça, c'est vrai que c'est une source d'économie très importante pour beaucoup de Suisses, peut-être pas ceux de la toute nouvelle génération, mais ça reste un moyen de thésaurisation et d'économie, c'est un bas de laine. Je ne pense pas que les pays comme la Suisse ou même l'Union européenne vont oser vraiment supprimer le cash, parce que c'est quelque chose qui pourrait susciter des mouvements sociaux très forts, une insécurité très importante, où les gens se sentiraient qui subissent de la répression financière. On parle déjà de répression financière aujourd'hui. Et il y a une initiative en Suisse contre la fin du cash qui va bientôt, je crois, être votée dans l'année qui vient, je pense. Faut vérifier la date de la votation. Mais c'est un énorme enjeu pour les gens. Et ils vont avoir du mal à accepter qu'on leur enlève leur cash et qu'on leur dise que l'argent maintenant, il est uniquement électronique et plus du tout sous forme papier. Surtout que l'évasion fiscale, elle se fait aussi avec la monnaie digitale. Si tu crées des sociétés écrans et que ces sociétés, elles ouvrent des comptes en crypto-monnaie ou dans des banques classiques, l'évasion fiscale va se faire quand même de manière anonyme. Il y aura des transferts d'argent et on ne saura pas qui c'est derrière. Aujourd'hui, ça existe. Alors la Suisse elle-même, elle surveille de près les sociétés écrans, mais il y a au moins 100 juridictions dans le monde qui ne font pas autant que la Suisse. Et les sociétés écrans existent toujours, elles sont opaques et elles sont en fait la porte d'entrée au blanchiment et à l'évasion fiscale. Et ça n'a rien à voir ni avec la monnaie digitale, ni avec le cash, ni avec les crypto-monnaies. C'est des structures on laisse aujourd'hui exister dans les juridictions anglo-saxonnes, je souligne, et qui permettent toutes ces transactions opaques, même dans le monde d'aujourd'hui. Et il y en a plus que jamais. 1500 milliards de dollars de blanchiment d'argent dans le monde. Ça passe par où? Par quelle banque? On pourrait échanger des heures là-dessus. C'est vraiment passionnant et j'en apprends énormément. Merci en tout cas infiniment, Mirette. Je rappelle juste, un 5e livre est sorti en 2023, Désinformation économique, sorti aux éditions Fabre. Mirette, merci infiniment d'avoir accepté cette interview. Merci Mathieu, c'était un plaisir. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, c'est important pour nous suivre. N'hésitez pas à proposer du contenu, des thématiques aussi en commentaire. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, une excellente journée, peu importe le moment auquel vous regardez cet épisode et je vous dis à très bientôt. Au revoir.